Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Bayard. Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Lacroix. Bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic, bonjour à tes auditeurs de la Radio Bayard. Merci de me recevoir. Merci, alors tu étais déjà intervenu dans des conférences, dans des cafés-débats, mais pas encore sur Radio Bayard. Donc c'est l'occasion. Pourquoi cette invitation ? Je le précise, c'est parce que tu as été notamment candidat aux élections législatives partielles de janvier pour l'UDR associé au RN sur la première circonscription de l'Isère. Déjà en juin, au moment de la dissolution, tu avais été candidat. On va parler un petit peu de ça. Et puis l'UDR, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire, à commenter, qu'on soit d'accord ou pas. Il y a une pensée économique et donc j'aimerais qu'on en discute ensemble. Alors tout d'abord, donc Alexandre, tu es aussi tu es co-responsable de la fédération UDR. Tu aides J'épaule Hanan Mansouré qui est la déléguée départementale en titre et qui est également au national la secrétaire générale de l'UDR. C'est une députée, une personne formidable que je connais depuis un petit moment déjà, et donc c'est avec un grand plaisir que je l'aide à structurer la fédération sur l'Isère avec mon suppléant lors des élections qui est Vincent Sellier, puis d'autres personnes, et c'est en train de prendre, donc oui, c'est un mouvement, je pense, qui est, on va dire, qui va clairement dans le bon sens au niveau politique. Eh bien, nous saluons Hanan si elle nous écoute. L'UDR, donc, c'est un parti qui s'est associé à Marine Le Pen et Éric Ciotti a créé son parti, je le rappelle, parce qu'il était président des Républicains, donc maintenant il n'est plus républicain, et il a créé l'UDR, l'Union des droites pour la République, c'est ça le Tout à fait. D'accord. Alors, avant de parler juste de l'UDR, un petit mot sur ce retour de campagne. Ici, sur Radio Bayard, on a fait plusieurs émissions pour parler de cette législative partielle. Kaïmi Gaillard-Minier qui s'impose face à Liès Loufoque au second tour. La dernière fois, tu avais réussi à te maintenir au second tour. Cette fois, ça n'a pas été le cas. Quel regard tu portes sur cette campagne, cette élection ? Quand je suis parti dans cette élection partielle, déjà, je savais qu'il n'y aurait pas de triangulaire. Donc, si je voulais aller au second tour, il fallait impérativement arriver deuxième ou premier, enfin dans les deux premiers. Ça n'a pas été le cas, je n'ai même pas arrivé troisième, je suis arrivé quatrième parce qu'il y a une belle remontada des LR. Cette élection... elle porte des enseignements. Il y a aussi des éléments assez classiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a certains partis qui pâtissent beaucoup d'une élection partielle, parce que les élections partielles mobilisent moins, parce qu'il y a moins d'enjeux nationaux, parce qu'il n'y a pas une campagne qui porte toute une dynamique, et clairement, je ne peux pas le nier, on a souffert de ça. Et d'un autre côté, on a par exemple certains partis installés, notamment c'est le cas des Républicains, qui eux se font plaisir quand il y a une partielle, c'est-à-dire ils font toujours de très bons scores. On l'avait déjà vu, si tu te rappelles, lors des élections régionales de 2021, où les LR, il y avait l'équivalent d'une élection partielle, on va dire généralisée sur toutes les régions. Il y avait eu, je crois, de mémoire 33 ou 35% de participation, et ils avaient fait en fait le même score qu'ils avaient fait 5 ans plus tôt à peu près, mais cette fois-ci en partielle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu à l'époque des mobilisations à cause du Covid, et puis les gens en avaient été un peu brassés. Et ceux à qui ça participe aux gens qui ont des collectivités locales, qui ont des élus, qui ont des réseaux militants installés, qui ont des locaux politiques installés, qui forcément, c'est beaucoup plus simple pour eux quand tu as un fichier adhérent qui s'est composé depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, quand tu as des élus, quand tu as des permanents pour mobiliser tes troupes. Donc après, il faut savoir le mobiliser. Je veux dire, je ne vais pas enlever les qualités indéniables donc de Nathalie Béranger et de Clément Chappé qui ont fait, je les connais bien, donc j'ai un peu suivi quand même naturellement comme leurs compétiteurs en campagne, qui ont fait ce qu'il fallait pour mobiliser le nombre de voix qu'ils avaient fait en juin dernier et même gagner quelques voix, ce qui est quand même pas anodin. Donc moi j'ai un résultat, on va dire, mitigé pour ce qui me concerne, c'est-à-dire on ne va pas nier que 11% c'est plus bas que 18%, ça c'est des mathématiques élémentaires, néanmoins ça reste un score à 2 chiffres sur une circonscription où historiquement le RN, les gens qui présentaient une candidature avec le logo RN faisaient entre 5 et 7%, c'était encore le cas en 2022. Après moi voilà, j'apporte peut-être une touche un peu plus libérale, un peu plus bourgeoise, on va parler après dans le reste de l'entretien, mais je pense que la circonscription, donc je pense que tes auditeurs le savent, elle est quand même, il y a 2 circonscriptions dans la circonscription, il y a la partie grenobloise, on l'a vu au second tour, Grenoble, même si c'est très peu, a quand même voté majoritairement
pour le candidat LFI, pour Elias Loufoque, alors que le Grésivaudan, beaucoup plus bourgeois, lui, ça a été d'un seul homme. Je crois qu'elle a fait 75 ou 80% des voix, entre 75 et 80% des voix, sur la partie Grésivaudan. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, quand on voit le score qu'a fait Camille Guerminier, on parlera de la consigne de vote, enfin, il n'y avait pas de consigne de vote pour ce qui me concerne en second tour, il y avait un communiqué, mais c'est que, visiblement, elle a perdu aucune voix, ou quasiment aucune voix, venant des gens UDR-RN. Donc ça veut dire que c'est un électorat quand même assez bourgeois, d'anciens gens qui ont été LR et qui sont, je pense, d'ailleurs retournés aller voter LR à cette élection, parce qu'on peut en parler, je pense que la censure ne m'a pas aidé. J'ai croisé des gens, alors évidemment, dans la campagne, on va dire on minimise, mais maintenant qu'on est sorti de la campagne, clairement des gens qui m'avaient fait confiance en juin dernier, qui apprécient ma ligne. J'ai boité un prospectus de 8 pages assez détaillé sur toute la vallée du Grésivaudan. J'ai eu un excellent retour. J'ai vraiment des gens qui ont très apprécié, mais beaucoup qui m'ont dit votre ligne est très intéressante, et même pertinente. En fait, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient la personne avec qui ils étaient le plus d'accord, mais pour des questions de stabilité politique, on peut dire peut-être un réflexe bourgeois ou je ne sais quoi, ils ont quand même préféré voter, je pense, pour les LR, puisque quand on voit les scores, par exemple, de Nathalie Béranger à Saint-Imier, elle a récupéré beaucoup de terrain, où je pense peu de mes anciens électeurs de juin sont allés voter Camille Guerminier, mais en tout cas, ils sont retournés voter ou LR ou peut-être Hervé Gerby. Donc, il y a une situation où, malgré tout, il faut se dire que là, en partiel, en nombre de voix, j'ai fait le même score que faisait le Rassemblement national à la plénière de 2022. Donc, ce qui avant était une sorte de plafond de verre, on pourrait dire, sur le territoire, est devenu un plancher. C'est-à-dire maintenant, on fait une élection partielle sur un territoire qui n'est pas acquis, loin de là, au Rassemblement national, même si moi, c'est une variante, on va dire, UDR, et on arrive avec l'étiquette UDR-RN à faire un score quand même à 2 chiffres, ce qui est quand même pas anodin sur ce territoire. Alors là où je nuancerais ce que tu as dit, c'est qu'il y a quand même quelques bureaux de vote sur Grenoble, si on regarde dans les détails, où il y a quand même un électorat populaire et où c'est tes meilleurs scores aussi, c'est les meilleurs scores pour un candidat RN. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une part de RN ah oui, non, c'est UDR, sûr que ça, je suis d'accord avec toi. Donc, par exemple, j'ai fait des courriers ciblés, je les ai plutôt ciblés sur le Grésivaudan. C'est sûr que quand je regarde certains quartiers, et en fait c'est les quartiers les plus populaires de la circonscription qui sont tout en bas, en dessous d'Abbaye, et c'est vrai que c'est là où je fais mes meilleurs scores sur Grenoble, où j'ai envie de dire, là clairement c'est le logo RN, c'est-à-dire la valeur sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité qu'ils portent. Et je peux en effet, c'est peut-être en effet, si j'avais quelque chose à refaire dans ma campagne, je ciblerais un poil plus sur ces bureaux, alors plus des courriers ciblés plutôt que par exemple du porte-à-porte, parce que c'est triste à dire, mais toi-même tu as fait de la politique d'engagement à Grenoble. Il y a, je pense, certains endroits où, hélas, quand on est militant d'une certaine cause, c'est difficile d'y aller, où on risque très vite de se faire agresser. J'ai fait un collage d'affiches 4 jours, alors j'avais collé sur le Grésivaudan, mais à 4 jours avant sur Grenoble, j'ai collé mes affiches. Je suis repassé 1 heure après, alors qu'on a collé de nuit à 2h du matin, une partie de mes affiches était déjà arrachée. Donc il y a quand même sur Grenoble une difficulté à faire campagne, mais pour des actions type des courriers ciblés, c'est vrai que c'est clairement dans le feedback que je me suis fait à moi-même. Les 4-5 bureaux de vote qui sont en effet dans les quartiers délaissés, les quartiers populaires, qui souffrent au plus haut point de ce que j'appelle le piolisme, de la dégradation de la ville, c'est sans doute là où peut-être leur apporter un intérêt particulier. Alors, dernier point sur cette élection, et on passera au reste. Est-ce qu'il faut y voir un avant-goût du municipal, ou c'est vraiment 2 élections, selon toi, qui sont très différentes? Et donc en tirer des conclusions, ce serait un peu hâtif. Les gens tirent les conclusions qui vont dans du côté de leur ambition, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas a priori de volonté politique pour les élections municipales. Enfin, je voudrais que la droite gagne. Peu importe, on va dire que ça soit du centre droit ou de la droite plus on va dire, de conviction. Je veux une alternance à Grenoble. Après, moi, j'ai pas de légitimité, je pense, particulière pour incarner une quelconque alternance. Je peux évidemment donner un coup de main et me rendre utile si je peux aider, mais voilà. Je sais que certains candidats, ou directement ou indirectement, ont voulu porter une ambition qui allait au-delà de la législative, et ça se ressent d'ailleurs par la communication qu'ils ont pu élaborer après. Et il ne faut pas se tromper. Les gens, quand même, ont beaucoup voté sur des enjeux nationaux. Comment dire
Si on était des gens qui sont fans de LFI, ils sont pas dit est-ce qu'on aime bien sur le point local ce que fait Éric Piolle ou pas. Non, ils ont voté LFI parce qu'ils soutiennent LFI. À l'inverse, si certains candidats ont voulu faire une campagne sur le côté grenoblois, je pense malgré tout, même si des gens ont pu voter par rapport aussi à des convictions locales, c'est quand même des enjeux nationaux qui ont emporté. Je veux dire, pour moi, le second tour est assez quand même révélateur, puisque Camille Garminier, en fait, on va retenir, qu'est-ce qu'on va retenir de cette élection ? On va retenir qu'il a fait 2/3 des voix au second tour, ce qui est quand même un score pas plébiscitaire, mais presque. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'elle fait un excellent score au second tour, ce qui montre d'ailleurs que mon électorat est quand même plutôt assez très friable dans son électorat, puisque il y a eu un front anti-LFI qui s'est fait spontanément, naturellement. Mais au premier tour, elle a fait un score qui lui a permis d'aller au second tour, donc il n'est pas si mauvais, mais elle a fait un score qui, il faut dire, pas terrible. Elle a fait 27% des voix. C'était la suivante d'Olivier Véran. Olivier Véran, en 2017, il fait 47% des voix. Il a failli se faire élire dès le premier tour en 2017. En 2022, Olivier Véran, toujours de mémoire, il doit faire 40% des voix. 34. En 2024. En 2024. Ouais. Il était pas candidat. Ah oui, 2024. Ouais, en 2024. Ouais. Non, mais c'est pour te dire que la circonscription, en ce qui concerne le macronisme, ça prend encore parce qu'ils partaient, c'était l'une des meilleures circonscriptions en marche de France. Le fait qu'il l'ait perdu il y a 6 mois, même si c'était dans le cadre d'une longueur, c'était déjà pas anodin. Et c'est très intéressant de voir que Camille Garminier fait donc beaucoup moins que faisait Olivier Véran au premier tour, parce qu'elle a fait donc 27%. Et qu'en revanche, au second tour, là où Olivier Véran, par exemple, certains m'ont accusé de m'être maintenu lors de la triangulaire il y a 6 mois. Je dis, quand il y a une triangulaire, les gens, moi je suis pas derrière 11 000, je suis pas derrière mes 11 000 électeurs. Beaucoup ont fait le choix de voter pour moi aux 2 tours, alors qu'ils auraient pu très bien voter. J'en connais quelques-uns, mais vraiment très rares, qui auront voté pour moi au premier tour et pas pour moi au second tour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une certaine crispation avec Olivier Véran, qui avait beaucoup moins avec Camille Garminier. Donc on a quand même une sorte d'élastique avec Camille Garminier, de quelqu'un qui a su faire quand même un score très fort au second tour, mais qui ne doit pas, c'est un trompe-l'œil, on doit regarder au premier tour. Au premier tour, la droite dans un sens, on va dire, large, c'est-à-dire mes voix, celles de Nathalie Béranger, éventuellement une partie des voix d'Hervé Charby, progresse sur la circonscription. Comme on est divisé parce que certains sont une tendance plus centriste, plus Édouard Philippe, d'autres sont LR Canadian Historique, et moi, pour ce qui me concerne, je suis en faveur de l'union des droites avec le Rassemblement national. Ça fait qu'évidemment, ça a été Camille Garminier qui est au second tour, mais elle n'a fait vraiment, encore une fois, que 27% des voix au premier tour, sur une circonscription quand même normalement très favorable pour En Marche pour la Macronie. Donc, il faudra pas, je pense qu'un observateur politique avisé ne doit pas se fixer uniquement sur le second tour. Le second tour, ça montre qu'Olivier Véran avait développé une crispation sur sa personne dans des différentes élections, parce que lui, en second tour, dans une configuration analogue face à Salomé Robin, il faisait de mémoire 55% des voix. Donc là, Camille Garminier a fait 65% des voix, mais en premier tour, il y a clairement une désaffection pour En Marche qui se confirme. Bien, alors on a eu un petit scoop. Tu ne seras pas candidat aux élections municipales comme tête de liste, en tout cas. Donc, on a eu sur Radio Bayard un scoop aujourd'hui. Vraisemblablement non, c'est... Bon, au-delà de ça, on va enchaîner, parce que tu es bavard. L'UDR, donc, plus précisément, c'est un peu l'objet aussi de cet entretien. Il y a eu une conférence de presse il y a quelques semaines d'Éric Ciotti et de ses députés. Je rappelle que l'UDR a un groupe à l'Assemblée nationale avec un programme assez libéral, assez... à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Il y a eu cette référence à Javier Milei, j'aurai une question là-dessus après. Quel est le programme exactement de l'UDR ? Est-ce que c'est le vrai parti libéral français ? En tout cas, on sent qu'il y a, je ne sais pas si il y a une démarcation là. Je vais plutôt que dire quel est le programme de l'UDR, je vais dire moi quelle est ma mentalité par rapport à ce mouvement et pourquoi je suis extrêmement fier et même heureux qu'il y ait enfin l'UDR dans le paysage politique. C'est, on va dire, des convictions politiques et une ligne politique. Les convictions politiques, donc, c'était un peu le thème de ma campagne, c'était le choix de la liberté. Et tu as fait part de cette conférence qui portait sur le printemps des libertés, sur Libère les libertés. J'invite tes auditeurs à aller retrouver les vidéos qui ont été faites lors de cette conférence, ainsi que le programme qui a été produit. D'ailleurs, le directeur des études de l'UDR est un garçon particulièrement brillant qui s'appelle Alexandre Avril, que j'avais eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises quand j'étais auditeur à l'IFP à Paris.
et qui est quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait Normal Sup, mais c'est pas seulement une addition de lignes sur son CV, on discutait avec lui, il a fait quand même une thèse sur la pensée la pensée de René Girard au prisme de Friedrich Nietzsche, et donc je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est intellectuellement extrêmement bien doté. Et il est entouré de députés, je pense à Vincent Trébuchet, je pense évidemment à Nan Mansouri qui ont des qualités humaines et aussi des qualités intellectuelles assez robustes. Et tout ça pour dire qu'on a des gens très solides qui développent en fait, c'est la première fois que je ressens ça, c'était un peu le cas avec Fillon, mais Fillon malgré tout, c'était quand même, on faisait beaucoup d'additions de mesures. C'est là on va chercher pas à additionner des mesures, mais juste à se focaliser sur des mesures, tu parlais de tronçonneuse, mais des mesures efficaces, c'est-à-dire comment libéraliser notre pays, notamment s'attaquant au foison, au buissonnant des agences et des administrations qui se développent en France. Alors, je rappelle, dans cette conférence de presse, il y a eu beaucoup d'annonces, supprimer beaucoup d'agences. Tout à fait. Tu as quelques-uns en tête, il y a le Haut Commissariat au Plan notamment, où il y a des... En fait, c'est, à chaque fois qu'on me demande, il y en a tellement. Moi, je pense toujours à... ça doit être Business Développement ou France Business. C'est une des agences où c'était l'ancien ministre de l'économie là, qu'on a eu sous Michel Barnier qui en avait été à la direction. Et quand on voyait le budget que ça avait pompé pendant 10 ans pour les résultats, on fait mais comment c'est possible, enfin, plutôt que de vouloir chercher absolument une annonce, je vais prendre le problème d'une manière, je vais prendre un exemple, mais au-delà des agences, c'est juste au niveau comment se passe visiblement la décision publique, la dépense publique, qu'est-ce qui se passe. Tu as pu voir, je m'intéresse beaucoup aux questions d'intelligence artificielle, qui sont clairement un gros enjeu pour notre pays, et cette intelligence artificielle qu'on a développée, Lucie pour l'éducation nationale, qui a fait un flop pas possible, et on se dit en fait pendant des années, pendant 1 an ou 2 ans, il y a de l'argent, du capital, de l'impôt des Français qui est là-dedans, pour quelque chose qui au final est infiniment beaucoup moins productif qu'un service comme ChatGPT où tu payes 25 € et tu as quelque chose qui est beaucoup plus performant. Donc en France, il y a visiblement un problème de copinage dans la dépense publique, il y a du pantouflage, il y a une inertie forte, c'est-à-dire que tu vas avoir des fonctionnaires qui vont être capables, pour se défendre, de pondre des rapports pour expliquer à quel point ils sont pertinents ou pourquoi il faut aller tout en nuance, tout en mesure dans la réforme de l'État, alors qu'on a... Il faut revenir aux metrics, comme diraient les Américains. On a 57% du PIB qui part dans la dépense publique et on prélève 53% du PIB. Donc on arrive à être... alors là, c'est une moyenne, puisque ça ferait 4%. Tes éditeurs doivent savoir qu'on est plutôt à 5 ou 6% du PIB. Enfin, on est dans un pays où le grand enjeu, c'est même pas de juguler la dépense publique, c'est de réussir à revenir à la barre des 5% du déficit, qui est elle-même une barre 2 points plus haute que ce que demanderait, alors je sais pas que je suis un grand fan de l'Union européenne, mais les exigences budgétaires minimales pour lesquelles la France s'est engagée. Donc il y a besoin de volontarisme, il y a besoin donc en effet de baisser le nombre de fonctionnaires. J'ai vu qu'il y avait... peut-être on pourra encore trouver un point d'accroche avec le Rassemblement national, parce que Marine Le Pen a dit ça c'est bien un truc de droite de vouloir baisser le nombre de fonctionnaires. Bah oui, je l'assume, c'est bien un truc de droite. Et surtout, que ce soit quelque chose de droite, c'est quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire. Je vais être... Alors, dis-moi. Dans le concret, il y a s'attaquer aux millefeuilles administratifs. Bien sûr. Oui, Quelles sont les mesures? Alors, par exemple, le rétablissement des provinces. C'est ça. En fait, en France, dis-toi là, par exemple, nous on est à Grenoble là. Donc, au niveau des compétences, donc tu as la ville de Grenoble qui a des compétences, tu as la métropole de Grenoble qui a des compétences, tu as le département de l'Isère qui a des compétences, tu as la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a des compétences, et évidemment, tu as l'État qui a des compétences. Donc, on a quand même plus, ne l'oublions pas, et je pense que ça, on va le oublier, l'Union européenne qui va avoir des compétences subsidiaires. Il y a peut-être des échelons en trop. Il y avait eu naguère, on avait proposé la fusion, enfin une sorte de semi-fusion entre le conseil départemental et le conseil régional pour faire un conseil territorial, c'est pas fait. Là, on est arrivé à un stade où il faut quand on a 36 000 communes, des départements quand même, alors moi j'aime bien Napoléon, mais qui datent de l'époque révolutionnaire et napoléonienne, des régions qui sont peut-être plus récentes, mais qui on a fusionné, d'ailleurs des fois sans réelle logique. Nous, on fait le choix de la province, c'est-à-dire d'effacer certains échelons, notamment les échelons départementaux et régionaux, pour les fusionner au sein de... supprimer les échelons régionaux et départementaux pour faire des provinces, des grandes provinces. C'est ça. C'est plus grand ça serait plus grand qu'un département. C'est la contre-révolution, c'est une revanche. C'est pas la contre-révolution, mais c'est vrai que toi, Auvergne-Rhône-Alpes, ça va faire sourire. L'autre fois, il y a eu un excellent reportage de VA+ sur Grenoble, et ils ont
c'est dommage à dire, ils ont un peu planté leur reportage parce qu'ils ont commencé par titrer Grenoble en Auvergne au début, non, Chicago en Auvergne, parce que la région s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'il n'y a aucune cohérence entre les deux. On a pris les deux régions, autant où la région Auvergne il y a une histoire, mais Rhône-Alpes, ça n'avait pas vraiment d'histoire, on a fusionné même les prénoms pour faire quelque chose donc, qui ne parle en fait pas aux gens, et tellement que ça ne parle pas que voilà, il y a une grosse bourde comme ça qui était possible. Le Dauphiné, malgré tout, ça parle aux gens, c'est une petite histoire. Donc on ferait une province du Dauphiné. Là, vous allez faire 2 euros, là, l'UDR. Là. Pardon ? Vous allez faire 2 euros, là, si ce programme est en place. Sans doute. C'est-à-dire qu'après, je veux pas faire, c'est pas une liste à prévère, c'est pas histoire de faire quelque chose de kitsch, on recrée les provinces. Non, c'est qu'il y a un problème. Comme je t'ai dit, il y a 7 échelons. De la commune à l'Union Européenne, il y a 7 échelons. Donc à la limite, toi tu es souverainiste, donc tu peux dire qu'il y a peut-être un échelon tout en haut qui est en trop, mais au niveau local, des fois même... Quand tu mets ton enfant à l'école primaire, c'est la commune qui passe, qui gère. Après, quand il va au collège, c'est le département. Après, quand il va au lycée, c'est la région. Après, quand il va à l'université, c'est l'État. Tu vois, ce découpage, c'est un peu, ça prête à soi, c'est un peu croquignolesque, à part que à la fin, quand même, ça prend des impôts aux Français. Et on a moult exemples à l'étranger, que ça soit surtout en Allemagne, que ça soit évidemment nos voisins suisses, avec leurs petits cantons et leurs communes, ou avec moins de communes, avec des compétences peut-être élargies, mais sur une échelle plus appropriée, tu peux faire des choses quand même assez efficaces. Alors moi je trouve ce programme il est intéressant, il a le mérite au moins d'amener un débat de fond sur la structure de l'État, sur notre administration, donc je trouve que c'est pertinent d'en parler. Je reviens un petit peu sur la communication qu'il y a eu, on a vu les députés UDR avec une tronçonneuse. Est-ce que c'est quoi, on fait un Milei bis, est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que c'est une communication ratée ? Est-ce que c'est juste moi, sur Milei, alors j'ai pas d'origine argentine, mais naturellement, comme toute personne, je m'intéresse à l'histoire et quand on regarde ce qui s'est passé en Argentine, c'est vrai qu'il y a, je suis désolé de le dire, il y a un petit goût de France en fait. Et on se dit, si nous on n'agit pas, en fait, la France, dans 40 ans, ça sera ce que c'était l'Argentine il y a 5 ans. Quoi. Je rappelle, l'Argentine a été une grande puissance Exactement. Il y a un siècle à peu près. Et ils ont été, en fait, saccagés par l'État-providence, par le péronisme, qui était une sorte de populisme de gauche, un peu militarisé. Et en fait, au début, c'est toujours ça, en fait, l'État-providence. Au début, ça semble marcher. On maintient un certain niveau d'emploi, donc chacun est content, la consommation se maintient parce qu'il y a un niveau d'emploi. Mais après, forcément, ça commence à créer de l'inflation. Dans les années 70, même nous, les États-providence, on a connu ça. Il y a eu des pays qui ont fait le fameux virage néolibéral, qu'on appelle le néolibéral, mais enfin, je vois pas le néo, quoi, le virage libéral, et qui a fonctionné, puisque quand même, c'est des pays qui étaient, pour certains, à deux doigts d'être sous sanction du FMI, comme l'a été l'Argentine, et sont quand même des mesures, je suis désolé de le dire, mais qui marchent. Et qui sont populaires. Et quand on a un pays qui a été autant biberonné par l'État-providence, et l'État-providence, ça fait du clientélisme électoral. C'est-à-dire forcément, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes associatif, que vous touchez des subventions, vous n'avez pas voté pour le candidat turbo-libéral. Et bien, pour qu'un candidat turbo-libéral ait réussi à s'imposer malgré tout ce clientélisme électoral, c'est que la situation était catastrophique. Et là, on a vu un pays qui, en l'espace d'un an, a réussi à sortir des excédents budgétaires, où la population, évidemment, je ne nie pas les problèmes qui existent, mais ces problèmes vont se juguler spontanément. Un pays prospère connaît beaucoup moins de problèmes qu'un pays qui, artificiellement, à coup d'inflation, mezzo voce, sa pauvreté. Donc, je pense que prendre Javier Milei, évidemment, on peut dire qu'il y a des tropismes, il y a des différences, mais dans la mentalité, les Argentins c'était un peuple latin, très orgueilleux, qui se laissait petit à petit convaincre par la bureaucratie. De Gaulle, c'était pas Péron, parce que De Gaulle avait des gens comme Jacques Rueff, comme Georges Pompidou, comme Valéry Giscard d'Estaing qui étaient dans ses conseils ou dans ses ministres et qui étaient quand même plutôt libéraux, donc ça, c'est pas exactement la même mentalité, mais voilà aussi cette volonté, on aime bien le césariste d'homme fort. Donc je pense que dans l'Argentine, malgré tout, dans leur tropisme intellectuel, il y a des choses qui sont en rémanence avec la France. Et donc, y avoir l'exemple argentin, certains pourraient dire, mais ça n'a rien à voir, c'est à l'autre bout du monde, c'est l'Amérique latine.
Au contraire, je pense qu'il y a des communautés, des passerelles sur la structure mentale du peuple argentin avec celle du peuple français. Et donc de se dire qu'avec un peuple assez similaire, il y a pu avoir là ce sursaut libéral, avec en plus de ça un président qui se revendique de l'école autrichienne d'économie. Je trouve ça particulièrement intéressant et donc je trouve que c'est même pertinent de le cultiver. Alors c'est sûr que moi, les alliances entre la France et l'Argentine, ça me parle, puisque forcément c'est les origines qui ressortent. Au-delà de cette petite vanne, j'avais deux petits points à aborder, on pourrait en aborder d'autres, mais le temps passe malgré tout. Il y a deux choses. Premièrement, dans le discours de l'UDR, je voudrais vous interroger là-dessus. T'interroger, je sais pas. Oh, je pense que les gens se connaissent. Tu m'as tutoyé, Ils sont au courant qu'on se connaît. Voilà. Éric Ciotti a dit « Nous sommes fièrement européens ». Alors, je suis obligé d'aborder cette question avec toi. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Est-ce qu'il faut le comprendre comme fièrement européen, c'est-à-dire judéo-chrétien, gréco-latin, judéo-chrétien, attaché au continent, à sa civilisation ? Est-ce qu'il faut y voir une approche de l'Union européenne, puisqu'il y a quand même aussi dans votre discours, il me semble, respecter les critères de Maastricht à 3%. C'est quand même un critère assez arbitraire, c'est 3%, pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2 Sur cette question, si tu peux me faire une réponse. Alors, je ne suis pas dans la tête d'Éric Ciotti. Si par fier d'être européen, il veut dire fier d'être judéo-chrétien, alors moi je dirais plutôt fier d'être occidental. Et dans ce cas, je me reconnais totalement dans ce propos. Je pense qu'en effet, l'Occident est une belle, grande civilisation et que tout ce qui peut œuvrer à ce que les peuples occidentaux ne se tapent pas dessus, mais au contraire soient alliés et défendent leurs valeurs, doit être mis en avant. Ce qui fait que, voilà, avec certains souverainistes, je peux avoir des désaccords assez profonds, mais tu le sais. Par contre, après, voilà, nous, si vous voulez, je me connais très bien, donc je peux t'exprimer mon sentiment personnel que tu connais, mais pour tes auditeurs, je ne suis pas, moi, un eurolâtre. L'Union européenne, en effet, c'est une évidence, c'est une technostructure des fois qui pond des réglementations inutiles, mais on va dire, je pense qu'il y a une technostructure européenne qui a pu prospérer, parce qu'il y a eu le contrôle politique, il y avait des gens comme Orban qui étaient là mais qui étaient marginalisés. Si demain, et je pense que ça va être le souffle des réalités politiques, de plus en plus de pays de coalitions de droite comme en Italie, comme sans doute demain en Espagne et comme j'espère en France, des grandes coalitions de droite arrivent. Si vous voulez, si tu veux, je ne trouve pas pertinent de vouloir absolument sortir de l'Union européenne. Je pense que la confrontation des chefs de l'État avec un poids qui pousserait beaucoup plus vers la droite, vers le respect de l'identité judéo-chrétienne de l'Europe, sera largement pertinent pour réformer la structure. Et après, ça c'est le juriste un peu réaliste qui parle. L'autre problème que j'ai avec une sortie sèche de l'Europe, c'est que je pense que avant de sortir de manière sèche de l'Europe, il est plus pertinent, mais ça c'est encore une question de volontarisme politique, d'avoir des leaders politiques qui tapent du poing sur la table, qui mettent du rapport de force, de la négociation. Je vais prendre l'Italie de Meloni. Certains la critiquent parce qu'elle disent qu'elle s'est alliée avec Ursula von der Leyen. Non, Meloni, elle avait besoin de financement pour son pays. Elle avait aussi besoin de réduire son immigration, donc elle a fait des deals comme fait par exemple Donald Trump aux États-Unis avec von der Leyen, et quoi qu'on en pense, ça a quand même été assez efficace, mais évidemment pour son pays, pour l'Italie. C'est-à-dire que nous, en France, en effet, on peut récupérer peut-être des migrants que l'Italie, du coup, ne récupère pas, mais c'est parce que l'Italie sait défendre désormais ses intérêts, alors que nous, évidemment, on ne défend pas les nôtres. Alors, j'ai une dernière question sur ces aspects économiques. On dira un mot d'Hayek ensuite. Je sais que c'est un penseur que tu apprécies. Alors, on ne fera pas en parler une demi-heure, parce que le temps défile, mais au pire, on refera une émission, c'est pas grave. Moi, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mettre d'accord tout le monde en ayant un discours, on a cette opposition libérale, protectionniste, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement voir que l'État soit tout simplement protectionniste vis-à-vis de l'extérieur et plus libéral à l'intérieur, ce qui finalement défendrait les ouvriers vis-à-vis de la concurrence internationale et favoriserait les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est pas un moyen de mettre un peu tout le monde d'accord ? C'est pas mettre tout le monde d'accord, mais regardons Trump. En fait, les gens disent Trump c'est quelqu'un qui... Alors les gens,
les gens qui n'apprécient pas Trump, évidemment, Patrick Cohen, enfin la grande élite qu'on paye avec nos impôts de manière directe ou indirecte et qui est beaucoup plus fine que nous, même si à côté de ça, ils ont soutenu un vieillard grabataire plutôt qu'un président là, qui est en train de mettre son pays qui était déjà numéro 1, qui est en train de le remettre numéro 1 et de mettre en avant-pointe des innovations technologiques avec son plan Stargate. Mais bref. Trump, par exemple, c'est donc un businessman profondément libéral. Il sait ce que c'est la liberté économique, l'initiative économique, mais c'est aussi quelqu'un de foncièrement patriote. Et c'est ce que négligent beaucoup de gens qui le critiquent, c'est que Trump est très viscéralement attaché à son pays, il était fan de Reagan dans les années 80. Il a failli, on l'oublie, être candidat d'un petit parti qui s'appelait le Parti de la Réforme, le Parti constitutionnel, qui était le parti qui avait été lancé par Ross Perot, qui était un milliardaire qui s'opposait à George Bush père dans les années 90, et c'est grâce à lui que Bill Clinton avait pu être élu dans les années 90. Enfin, il y a donc un historique avec Trump et sur ses convictions, à ceux qui diraient que c'est un opportuniste, qui mérite de regarder de plus près, et c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que moi, on parlera après, donc tu as dit un peu de théorie économique avec Hayek. D'un point de vue économique, de pure théorie, le libre-échange, ça profite à tout le monde. Et une personne qui te dirait non, c'est en fait, dans son nom, il faudrait mettre une note de bas de page disant à court terme, pour telle population, mais à long terme, plus tu élargis l'espace la sphère avec qui les gens avec qui tu échanges, plus tu favorises ta productivité, donc plus tu favorises celle du voisin, et ça fait une boucle qui à la fin fait que ça favorise à tout le monde. Mais une fois que j'ai dit cet élément de théorie économique, pour moi est irréfragable, j'aspire à être un décideur politique, Trump est un décideur politique, les gens pour qui on vote sont des décideurs politiques, ils peuvent connaître cette règle, et Trump la connaît très bien, et se dire en même temps, moi je veux que mon pays, il n'y ait pas de cartel de drogue, donc je vais faire du protectionnisme avec tel pays, ce qu'il fait maintenant avec les tarifs, avec les augmentations de douane, jusqu'à qui récupèrent mes migrants, qui mettent un service de police pour arrêter par exemple les cartels au Mexique. Et en fait, ça s'appelle faire du rapport de force. Et c'est d'ailleurs ce que je propose de faire même au niveau de l'Union européenne, plutôt que de se dire on va sortir de l'Union européenne, c'est d'avoir des vrais leaders qui disent sur le principe c'est quand même mieux d'être dans la même structure politique avec des pays où on est la même civilisation, la même culture, qu'il y a un échange culturel, mais par contre on reste avec des intérêts. Et donc moi, le protectionnisme comme, comme prudence, comme opportunité politique pour mettre un rapport de force, pour faire valoir l'intérêt de ta population, de ton peuple, je suis 100% pour, comme le fait actuellement Trump. Le protectionnisme comme théorie politique, et surtout économique, à long terme, les zones où il y aura du libre-échange seront les zones plus prospères, plus évolutives, plus influentes que des zones qui seraient autarciques, qui seraient protectionnistes. Voilà, il faut se dire ça. Mais il y a des peuples dans le développement économique, c'est la théorie, alors elle est un peu désuète et puis elle n'est pas totalement vraie, mais je peux comprendre l'idée par exemple d'un auteur allemand comme Friedrich List, mais ça c'est au 19e siècle, qui dit qu'à court terme, on peut mettre du protectionnisme pour développer une partie de son économie et après desserrer les taux, quoi. Donc c'est pas, pour moi économiquement c'est pas totalement fondé, mais je comprends moi la logique par rapport à l'intérêt du peuple. Et surtout, si c'est fait encore une fois de manière intelligente, si on est avec un autre peuple coopératif, avec qui ça se passe bien, et que surtout on a un État intelligent qui sait former sa population, qui sait l'accompagner, il n'y a pas vocation à long terme d'avoir des relations protectionnistes, de limiter le commerce. Alors, là, je vois que cette question est intéressante, donc on essaiera peut-être d'en reparler. Un mot donc sur Friedrich Hayek, Hayek, un penseur que tu apprécies, je voulais qu'on en parle et on fera peut-être une émission spéciale, ce sera plus simple, parce que ça prend du temps à développer. Qu'est-ce qui caractérise Hayek ? Est-ce que c'est un libéral, un ultralibéral ? Est-ce que Hayek a inspiré l'UDR ? Alors je ne pense pas qu'on puisse dire que directement Hayek a inspiré l'UDR, mais Hayek, et il citait d'ailleurs Keynes, il disait beaucoup d'hommes politiques ont des inspirations qui viennent de théoriciens qui ont 30, 40, 50 ans, qui sont 30, 40 ou 50 ans plus âgés qu'eux, qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont produit les discours, les théories qu'eux-mêmes appliquent des années après. Et de ce point de vue-là, je pense, oui, il y a clairement une influence d'Hayek et de la pensée, on pourrait dire libérale, sur l'UDR. C'est intéressant, tu as bien de poser la question. Moi, en fait, s'il y a un enjeu, et cet enjeu, il peut s'adresser très spécifiquement, je pense, à beaucoup de tes auditeurs, c'est justement Hayek, on le met dans la catégorie libérale, ou turbo-libéral, tu vois, ou néolibéral, et moi-même, par facilité de langage, je pourrais utiliser ce qualificatif, mais il faut lire Hayek. Surtout quand on est un conservateur souverainiste. Surtout quand on est un conservateur étatiste. Surtout quand on est un traditionnaliste antilibéral. Enfin,
quand on est dans cette sphère de pensée, on pourrait dire de droite illibérale, de droite anti-étatiste, et ben j'ai envie de dire à ces gens-là, surtout eux, lisez-le. Lisez Droit, législation, liberté, et lisez La présomption fatale, qui sont ces 2 derniers ouvrages les plus théoriques, les plus aboutis. Et pourquoi j'invite à cette lecture? Parce qu'on verra en fait que la pensée, dans sa pensée finale d'Hayek, il est libéral, il reste libéral, mais ce n'est qu'accessoire à une pensée, celle de l'ordre spontané, qui est beaucoup plus conservatrice que ce qu'on pourrait penser. J'aime beaucoup un youtubeur actuel qui s'appelle Egonom, qui fait pas mal d'analyses politiques, et il a fait quelques vidéos sur l'école autrichienne récemment, sur Frédéric Bastiat. Et j'ai pris plaisir à regarder ces vidéos parce que j'avais l'impression de voir, et je pense que c'est plus qu'une impression, que c'était le cas, quelqu'un qui en effet n'est pas libéral de conviction ou initiaux, et qui en découvrant la pensée autrichienne, en découvrant certains auteurs comme Frédéric Bastiat, et je l'invite en découvrant Hayek, à découvrir des auteurs qui évidemment sont libéraux, mais on retient que cet aspect axé sur leur pensée, alors que sur le principal, Hayek est quelqu'un qui défend profondément les traditions. Pour lui, si vous voulez, le principe de civilisation, le principe de tradition et le principe de capital, ce sont strictement la même chose. Ce sont des choses qu'on accumule, et quand il critique les keynésiens, par exemple, qui font des relances, alors je ne vais pas entrer dans de la théorie économique lourde, mais qui font de la relance, pour faire simple, qui font un arbitrage en disant qu'il faut favoriser la consommation par rapport à l'épargne, pour lui, c'est tout aussi, c'est la même chose intellectuellement que les processus de décivilisation qu'on peut connaître, où on va favoriser ce qu'on appelle les libéraux libertaires, c'est-à-dire la volonté d'être dans le présent, de s'affirmer soi-même avec son originalité absolument, au détriment du respect de certaines valeurs, de sa famille, de son pays, de ce qu'Hayek appelle des ordres spontanés, qui sont quand même porteurs d'une sagesse, d'une intelligence pluriséculière, et pour qui Hayek, cette sagesse et cette intelligence doivent être impérativement conservées. Quand on dit qu'Hayek est un penseur libéral et un grand penseur du marché, c'est vrai, mais si vous voulez, le marché va vous permettre à un temps donné d'adapter, j'ai envie de dire, et je te l'ai dit tout à l'heure, et j'adore le développement de la technologie, de l'intelligence artificielle, je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, là aussi, c'est exactement quand on voit les processus de deep learning, de comment on fait progresser les IA, c'est le même processus mais en accéléré, c'est-à-dire que le marché, ça va donner un feedback actuellement, aujourd'hui, sur qu'est-ce que veulent les gens sur tel produit et tel produit et tel produit, mais ce feedback va actualiser, va venir en marge d'une accumulation par exemple de capital, d'une structure de production qui s'est formée depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire que, alors c'est pas Hayek, c'était Bawerk qui était un grand penseur du capital dans l'école autrichienne, qui disait le tel pont ou tel produit que je produis aujourd'hui, il y a une infime partie, en fait, ça va être quelqu'un qui a, je ne sais pas, 1000 ans, en faisant un clou, qui a fait un pont, qui a permis une circulation de marchandises, qui a permis après, par le siècle, de s'accumuler, de produire un marchandise aujourd'hui. Je retrouve ce travail fait il y a 1000 ans dans mon produit qui a été fait aujourd'hui. Donc, ça peut paraître un peu abscon à tes auditeurs, mais je les incite vraiment à se pencher dans cette, dans cette pensée, parce que c'est une pensée, en fait, qui va leur permettre de leur justifier le libéralisme, mais pas d'un point de vue libertaire, d'un point de vue philosophique, en disant sur les questions de principe, à la manière, je ne sais pas, d'un Kant ou de quelqu'un comme Benjamin Constant, non, qui va justifier le libéralisme, au contraire, d'un point de vue profondément et éminemment conservateur, d'un point de vue de la défense de la tradition, en expliquant que ce qu'on appelle d'ailleurs le libéral conservatisme, qui est un mot assez moche. Hayek disait « I'm an old Whig ». Whigs, c'était le parti libéral, mais du XVIIIe siècle. Et lui, par old, il voulait dire que il n'était pas le parti libéral de la fin du XIXe et du début du XXe, mais vraiment la version du XVIIIe siècle. C'est la pensée d'Edmund Burke, qui était quand même quelqu'un de profondément contre-révolutionnaire, parce que c'est quelqu'un qui avait écrit contre la Révolution française, pendant la Révolution française. Donc, vraiment, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez cet auteur, et ce que je voudrais partager à tes auditeurs, c'est qu'ils se disent, au lieu de, ils ont un préjugé, c'est se dire Hayek il est libéral, qui est un préjugé qui est exact, et Hayek d'ailleurs défend beaucoup les préjugés, mais leur dire, derrière ce préjugé, il y a un matériel, il y a une accumulation de théorique, il y a une vision qui non seulement va vous surprendre, va vous intéresser, et je suis déjà convaincu que vous serez d'accord avec elle, en fait. Et une fois que et c'est peut-être la meilleure clé pour, en étant très conservateur, en voulant défendre son pays, sa famille, enfin, en voulant être attaché à des valeurs, rendre cet attachement à ces valeurs compatible avec le marché, et non seulement ça, mais même découvrir qu'en fait le marché n'est seulement possible que quand de telles valeurs morales puissantes existent.
eh bien, tu as pu expliquer un petit peu pourquoi lire Hayek et donc pourquoi pas organiser un jour un débat, une conférence, je ne sais pas, Avec une grand émission plaisir. sur peut-on être libéral et conservateur. Bah, C'était une question intéressante et on pourra un jour en débattre. Eh bien, merci Alexandre. Merci à toi, Ludovic. On ne peut pas tout aborder, mais on a déjà abordé pas mal de choses. C'était un entretien complet. Je vous rappelle eh bien, nos prochains rendez-vous. D'abord, je vais vous dire que nous reprenons les émissions régulièrement de radio et que nous allons faire en vue des élections municipales et que j'espère avoir aussi des invités. Je pensais à Equinox, qui a une pensée intéressante, donc on va essayer de leur proposer une invitation. Et puis pour les conférences du cercle, eh bien, nous nous retrouvons samedi 15 février à 15h. Attention, c'est pas le même horaire que d'habitude, que c'est un samedi 15 février 15h avec Nicolas Vidal, journaliste de Putsch Média et Toxin, qui interviendra sur les Français sont-ils résignés. Donc je vous invite à venir nous voir. Je vous remercie, merci Alexandre, à bientôt. Merci à toi, Ludovic, salut.